Bonjour, je m'appelle Jérémy Courcial, donc je suis architecte sécurité logicielle et aujourd'hui je vais vous parler ni d'architecture, ni de sécurité, ni de logiciel. Donc je ne vais pas justifier mon salaire aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui je pense nous concerne un peu tous, en tout cas j'espère pour vous, qui est un peu le travail en équipe et un rôle notamment que j'ai découvert, que j'ai trouvé un peu important au sein d'une équipe, c'est le rôle de lead architecte. Lead tech, ça commence bien. Alors, pour vous expliquer pourquoi je vais vous parler de ça, je voulais donner un petit peu de contexte. Je m'excuse, je vais être obligé de parler un tout petit peu de moi. Donc, il y a quelques années, je faisais partie de l'équipe OPC, donc c'est un produit de partage grand public, qui, quand c'est terminé, j'étais développeur mobile, j'ai rejoint l'équipe mobile qui s'était formée entre-temps. Sur OPC, je m'occupais un peu de toute l'application iOS, donc pas mal de fonctionnels aussi, ça m'avait plu. En remontant côté mobile, j'avais plus une vision, je voulais plus faire des trucs un peu plus techniques, un peu plus bas niveau, j'en avais un peu parlé. Voilà, c'était plus ça que je voulais faire. Et je sais pas trop quel terme qu'on aurait pu mettre, je me voyais peut-être un peu expert ou architecte, je sais pas trop, mais voilà. Et puis 3 ans plus tard, je change de poste. C'était l'occasion de faire un petit bilan, un bilan extrêmement positif. J'ai vraiment adoré mon temps à l'équipe mobile. Déjà parce que c'est une super équipe, c'est des gens qui sont compétents, qui sont motivés, qui sont impliqués, et super sympas, qui ont un super manager aussi, faut le dire. Voilà, donc ça très positif. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé ce que j'ai fait là-bas. Évidemment, finalement, j'ai fait plus de trucs techniques qu'avant, donc ça m'a plu. Et puis en fait, en y réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que j'avais fait d'autres trucs aussi. En fait, j'avais passé une bonne partie de mon temps, pas vraiment à bosser sur des tâches, mais à bosser, j'ai envie de dire pour les autres, mais pas dire faire leur boulot à leur place, pas du tout. Mais essayer de faire des trucs pour que ça soit un peu plus fluide dans l'équipe ou essayer d'animer un peu de discussion, ce genre de choses. Alors, je n'étais pas du tout le seul à le faire dans l'équipe, je n'étais pas non plus indispensable dans l'équipe. La preuve, je suis parti, ça s'en porte très bien. Et voilà, ce rôle-là, du coup, j'ai essayé de comprendre un peu ce que je faisais et je me suis dit peut-être que ça ressemble un peu à ce qu'on appelle un lead tech. Et le but de cette presse aujourd'hui, c'est essayer un peu de voir ce que ça pourrait être un lead tech, ce que ça peut apporter. Alors, je vous préviens à l'avance, je ne vais pas parler de moi, pas plus que ça en tout cas. Je ne vais pas parler de ce que j'ai fait, l'idée c'est que je vais puiser un peu dans ce que j'ai pu faire, et puis après dans les réflexions que j'ai eues après sur ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai vu aussi un peu ensuite sur internet, ou en discutant avec des gens ici. Voilà. Et l'idée aussi c'est que je sais que c'est des réflexions qu'il peut y avoir par ici par là, il y a des gens ici qui ont un peu ce rôle-là, peut-être même sans le savoir, il y a des gens qui se posent des questions, donc je trouvais ça un peu intéressant de lancer la discussion là-dessus. Alors déjà, c'est quoi un lead tech? Parce que je pense que pour tout le monde, la définition est un peu floue, même pour moi, même encore aujourd'hui. C'est un peu pour ça que j'en parle d'ailleurs. C'est pour ensuite en discuter avec vous. Je vais commencer par définir ce que c'est pas un lead tech. Comme ça, on sera d'accord là-dessus. Pour moi, c'est pas un Scrum Master ou c'est pas un manager. C'est pas quelqu'un qui a vocation d'organiser l'équipe, de décider sur quoi va travailler, dans quelle heure va travailler, les priorités, qui va travailler sur quoi. C'est pas son boulot. C'est pas un expert technique. Un expert technique, dans ma vision, c'est quelqu'un qui a vraiment une expertise très poussée sur un domaine particulier. La base de données, le réseau, je sais pas, la JVM, ce genre de choses. C'est quelqu'un qu'on va voir quand on a besoin d'éclaircissement sur un sujet en particulier et qui est même capable de trancher sur ce sujet-là, de dire non, c'est ça qu'il faut faire, croyez-moi, c'est comme ça. C'est pas ça un lead tech, pour moi, encore une fois. C'est pas non plus un architecte. Alors l'architecte, c'est un peu plus flou, surtout ici chez ODrive. Un architecte, je dirais que c'est quelqu'un, on attend qu'il ait peut-être une certaine hauteur de point de vue, qu'il soit capable de voir un peu comment tous les autres composants d'un système interagissent entre eux, qu'il soit capable d'exprimer un peu des bonnes pratiques globales pour ce système, qu'est-ce que les gens doivent faire un peu ensemble quand ils créent leurs composants, et même de temps en temps aussi trancher un peu dans certaines directions ou une autre, sur des sujets techniques. Voilà, pour moi, c'est pas ça non plus un lead tech. Ça veut pas dire qu'un lead tech ne peut pas être architecte, ou expert technique, ou Scrum Master, ou manager. Je pense qu'il y a des équipes où c'est le cas. Mais là, on va juste s'intéresser au rôle pur de lead tech. Donc c'est quoi son boulot en lead tech? Pour moi, c'est ça, c'est empower. Alors je ne l'ai pas traduit parce que ça fait partie de ces mots que je trouve qu'on comprend tout de suite ce que ça veut dire un peu en anglais, mais qui résistent mal à une traduction littérale. Empower, derrière, il y a une notion de donner les moyens, de donner le pouvoir. Et pour moi, le boulot d'un lead tech, c'est ça, c'est de donner les moyens à l'équipe de faire mieux son boulot, que ça soit plus simple, plus fluide, plus agréable à faire. Il y a aussi une notion un peu de valoriser derrière Empower, que j'aime bien aussi, c'est de valoriser un peu le travail des gens et leurs compétences en leur faisant prendre part plus activement au travail de chacun, ce qui se passe dans l'équipe, aux process qui sont mis en place, aux outils qui sont choisis. Alors, pour ça, il y aura 4 grandes parties. Pour moi, je vois 3 grandes parties dans le rôle d'un lead tech. Première partie, je n'ai pas réussi à lui trouver un vrai nom. Je vais l'appeler un peu le travail d'équipe, pour faire simple. Je pense que le boulot principal du lead tech, et même son outil principal, c'est de poser des questions. Et une question que j'aime bien, que je trouve qui est assez révélatrice, qui permet de trouver plein de problèmes, c'est pourquoi est-ce qu'on échoue?
Alors c'est pas grave de se demander pourquoi on échoue, des fois on échoue, bon ça c'est grave, c'est dommage, mais bon on le reconnaît, et c'est bien de se demander pourquoi est-ce qu'on a échoué à un moment. Il y a un truc que j'aime pas, c'est un bug qui est découvert en prod, parce que bon évidemment ça fait chier le client, et puis ensuite ça redescend toute les hiérarchies, tout le monde n'est pas content. Mais c'est surtout si ce bug il s'est retrouvé en prod, ça veut dire que déjà il y a un développeur qui l'a fait ce bug, c'est embêtant, et puis il a passé la vigilance de ce développeur quand il a regardé son code, il a passé la vigilance des développeurs qui ont fait la code review, il a passé ses outils d'analyse statique de code, il a passé les tests unitaires, il a passé la QA, et du coup se poser la question, ce genre de question, c'est comment ça se fait qu'il ait passé tout ça ? Comment ça se fait que le développeur il a introduit ce bug à la base? Est-ce que le module sur lequel il travaillait il n'est pas assez clair ou il n'est pas assez bien conçu? Est-ce qu'il manque des informations au développeur pour travailler sur ce module? C'est peut-être ça. Pourquoi est-ce qu'il a passé les code reviews? Est-ce que peut-être la code review elle était trop grosse? Dans ce cas, il faut peut-être faire des code reviews plus petites. Est-ce que la code review était trop polluée parce qu'il y avait plusieurs tâches en même temps? Ou parce qu'on utilise tous des codes styles différents? Il faudrait peut-être s'harmoniser là-dessus. Est-ce qu'il ne fallait pas faire une code review de face à face, ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'elle a passé les outils d'analyse statique de code? Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'ils sont mal configurés. Pourquoi est-ce qu'elle a passé les tests unitaires? Pareil, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'ils sont mal faits. Pourquoi est-ce qu'elle a passé la QA? Je ne sais pas, peut-être parce qu'on ne livre pas forcément de la bonne manière à la QA, ou peut-être qu'on ne donne pas les bons outils à la QA pour tester nos applis, ou peut-être que la QA n'a pas les bons outils ou les bons process et qu'on peut peut-être les aider là-dedans. Donc juste avec une simple question comme ça, ça permet de montrer plein de problèmes. Et c'est une vision un peu qui se fait, une question qui se pose un peu au niveau de l'équipe. Juste, tiens, moi j'ai introduit un bug, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû mettre un if là, c'est bon, c'est fini. Non, ça va un peu plus loin que ça. Et je pense que le rôle du lead tech, c'est justement de poser des questions, mais un peu plus au niveau de l'équipe et de la manière dont ça fonctionne. Ensuite, c'est de faire en sorte que ces questions fassent partie des process, qu'on se les pose constamment, tout le temps, dès qu'il y a un truc. Même quand on commence une nouvelle feature, on se dit, tiens, on a un nouveau truc à faire, est-ce que les outils qu'on a, ça va? Est-ce qu'on en est content? Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser autre chose? Est-ce que c'est pas en même temps l'occasion de changer d'un truc? Et du coup, ça fait beaucoup de questions. Mais pour moi, et là c'est super important, c'est pas au rôle de lead tech d'y répondre. Il peut apporter des réponses, parce que je pense qu'il en a instinctivement des réponses. Généralement, quand on se pose toutes ces questions, c'est parce qu'on a lu des trucs ailleurs, on a vu qu'il y avait des manières de faire autres, et qu'on se dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas être ça? Mais pour moi, il doit pas imposer une solution, le lead tech. Moi, je sais qu'il y avait un truc dont j'avais horreur, c'est quand il y avait des gens qui disaient Jérémy, il a dit qu'il fallait faire comme ça. Non, Jérémy, il n'a pas dit qu'il fallait faire comme ça. Jérémy, il a dit ça serait bien de faire comme ça, mais Jérémy, il avait aucun rôle pour dire qu'il fallait faire comme ça, il n'avait aucun pouvoir et pas de légitimité pour dire qu'il fallait faire comme ça. C'est une décision qui, c'est pas à moi de la prendre. Alors, du coup, si c'est pas le lead tech qui la prend, qui c'est qui la prend? Là encore, un truc que je pense c'est important, c'est que ça doit être toute l'équipe qui doit la prendre. Encore une fois, j'aime pas quand dans une réunion, quand on hésite entre deux solutions, il y a quelqu'un qui dit bon on n'a qu'à voter pour la meilleure solution. On fait quoi? On vote. Alors il y en a 5 qui sont d'accord, il y en a 4 qui sont pas d'accord. On prend la solution et on part du principe que les 4 tout d'un coup ils vont changer d'avis, ils vont être d'accord, ils vont être à fond derrière la solution. Je pense que ça marche pas comme ça. C'est pas comme on va avoir du mal à impliquer les gens. Si les gens sont pas impliqués, quand on va commencer à rencontrer des problèmes, quand on va mettre en place la solution, les gens ils vont peut-être moins s'impliquer ou peut-être ils vont même se dire, ils vont regarder derrière et dire je l'avais bien dit. C'est pas forcément ça qu'on veut. Donc, je pense qu'il faut essayer d'atteindre un consensus. Alors, on va pas toujours tout le temps réussir à être d'accord. On n'est pas dans un monde de bisounours. Peut-être que des fois, il y a des points techniques qu'il faut que quelqu'un tranche. Peut-être le lead tech, peut-être quelqu'un qui a des meilleures connaissances sur le sujet technique et c'est à lui de trancher. Mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est peut-être au moins de sortir de la réunion de la décision en essayant peut-être pas forcément de tous être d'accord, mais au moins d'être d'accord sur essayer la solution. Et puis après, si la solution n'est pas bonne, c'est pas grave en fait. Finalement, la solution, on s'en fiche que ce soit bonne. L'important, c'est pas qu'elle soit bonne, c'est qu'on soit capable à un moment donné de se dire c'était pas la bonne, on va en essayer une autre. D'être un peu agile, hein, le mot qu'on utilise tout le temps partout. Et puis là, il y en a peut-être qui disent bon, c'est bien gentil ce que tu nous racontes, Jérémy, mais c'est un peu des banalités, c'est un peu le boulot de tout bon dev, quoi. Mais tout bon dev, à chaque fois on dit tout bon dev, mais tout bon dev, si tout bon dev avait le temps de tout faire et faisait tout bien, il n'y aura pas besoin d'architecte, il n'y aura pas besoin de manager, il n'y a pas besoin d'expert technique, parce que tout bon dev, il saurait comment servir une base de données, comment prioriser ses tâches, ce genre de choses. Des fois, tout bon dev, il a la tête dans le guidon, il a une feature à sortir, il faut la sortir, il y a les PM, il y a le client, il y a Edouard qui est dans le bureau, faut la sortir, quoi. Et donc on va un peu vite, forcément, on brûle des étapes, on se pose pas des questions. Je pense que le lead tech, l'un de ses rôles, c'est d'être un peu garant de tout ça. Pas forcément dire non, oh là là, allez pas trop vite, il faut d'abord qu'on réponde à toutes ces questions. Mais peut-être juste de dire, attention, là on allait un peu vite, il faut le garder à l'esprit, il faut peut-être y revenir juste après. Donc ça lui demande peut-être d'avoir un petit peu de recul, de ne pas être non plus justement lui aussi la tête dans le guidon. Moi c'était un peu plus simple parce que comme je vous ai dit, je travaillais plus sur des fonctionnalités très techniques, j'étais pas directement sur les fonctionnalités qu'on livrait, donc j'avais moins de pression. Je travaillais plus pour les autres développeurs, donc on attendait c'est les autres développeurs qui attendaient quelque chose de moi, pas les PM ou d'autres personnes, donc c'était un peu plus simple.
Et puis, il n'y a pas que tout le temps qu'on a la tête dans le guidon, c'est que des fois on est un bon développeur, mais juste on ne sait pas. Et même des fois on ne sait pas qu'on ne sait pas. Quand je suis arrivé en alternance chez Odrive il y a 10 ans, je dirais que j'étais un bon développeur dans le sens où je savais faire des trucs, je savais faire des fonctionnalités, je savais faire des applications qui sont parties en prod, qui sont encore aujourd'hui en prod. Donc finalement, je savais faire des trucs. J'étais donc peut-être pas un mauvais développeur. Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais que ce que je faisais, c'était bien fait? Je pense pas. Je pense que vous pouvez demander à n'importe quelle personne du pôle mobile qui a un jour ouvert l'application Drive Mobile V1 sur laquelle j'ai bossé. Je pense qu'il en fait encore des cauchemars, et ce qui montre bien que même si je savais faire des trucs, j'étais pas forcément un bon développeur. Mais je faisais un peu avec les idées, les notions que j'avais. De temps en temps, je voyais qu'il y a des trucs qui allaient pas, alors j'essayais un peu de tirer dessus. Mais il me manquait des notions, mais je ne savais pas même qu'il se manquait des notions. Et ça prend du temps, je pense. Il a fallu que je tombe sur les bons articles, je tombe sur les bons livres, et surtout que je rencontre les bonnes personnes qui m'ont fait me poser une certaine question, et que je me rends compte que, ouais, en fait, il me manquait des concepts, il me manquait des notions. Et il me manquait une manière que, par exemple, ce que je fais, ça ne s'intègre pas juste dans le cadre de cette feature, ça s'intègre dans le cadre de l'application, ça s'intègre aussi dans le cadre de tout ce que fait l'équipe. Il y a d'autres personnes qui vont reprendre ce truc-là. Il faut que je pense pas seulement à ce que je vais livrer, mais aux personnes qui vont le reprendre plus tard, peut-être même moi, peut-être d'autres. Est-ce que ça va leur parler, ce que j'ai fait? Ce genre de choses. Et je pense que ça fait partie du rôle de l'ITech, justement, de pousser un peu les gens vers le haut. Alors pas par contre en leur donnant les solutions, mais justement en montrant juste les problèmes du doigt, en disant tiens, regarde là, je pense qu'il y a peut-être un truc qui ne va pas, et viens, on va essayer de le résoudre ensemble. Donc voilà, ça c'est, je pense, l'un des aspects les plus importants. Après, il y a les code reviews. Alors les code reviews, c'est très bien, il faut en faire, je suis très content d'en faire, je ne sais même pas comment on faisait quand on ne faisait pas avant. Évidemment, ça permet d'améliorer la qualité de nos produits. Surtout la code review, particulièrement pour le lead tech, je pense que c'est un moment important parce que c'est une bonne opportunité pour discuter. Quand un développeur, il met son code à reviewer, il fait sa merge request, il se met un peu en mode « non, voilà, j'ai fini, voilà mon code, je suis prêt à recevoir des critiques sur mon code, j'écoute vos avis ». Alors que si vous débarquez à côté du mec pendant qu'il est en train de faire des trucs, tiens, j'ai regardé ton code, il y a ça, j'aime pas, il va être là, oh là, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que tu veux, je suis en train de faire des trucs, il va être un peu sur la défensive. Là, c'est le bon moment, le développeur, il est prêt, et du coup, ça va être beaucoup plus simple d'engager une discussion. Je pense qu'il faut préférer les interactions face à face. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire assez quand j'étais au pôle mobile, parce que j'avais aussi des fois la tête dans le guidon, puis parce que des fois c'est plus simple, avouons-le, un peu par feignantise, de lâcher un commentaire dans GitLab plutôt que de se déplacer, d'aller voir le gars et de lui parler. Pourtant, je pense que c'est beaucoup plus riche. On est des animaux extrêmement sociaux à la base, c'est notre caractéristique principale, et du coup on est capable d'échanger énormément de choses, pas seulement par la parole, mais par les gestes, par le regard, par le ton. Et du coup, je pense que les conversations sont beaucoup plus simples si on les fait face à face. Ça permettra plus facilement de débloquer des situations, de creuser un peu ou d'argumenter. Et puis tout simplement, quand on discute de face à face, ça va plus vite qu'un dialogue asynchrone via GitLab, et on peut peut-être aller un peu plus loin dans le sujet. Alors du coup, déjà en discutant un peu avec les gens, en faisant leur code review d'un peu tout le monde, le lead tech, il doit essayer d'en faire un peu tout le monde, un peu celle de tout le monde. Pas forcément tout le temps, mais un peu celle de tout le monde. Il va déjà se rendre compte un peu de comment chacun travaille, quels sont les trucs sur lesquels il arrive bien, les trucs qui arrivent moins bien, et comment est-ce qu'on peut faire. Et puis son boulot aussi, c'est aussi d'en profiter pour essayer de trouver des patterns. Genre, là, à chaque fois que quelqu'un touche à ce module, il y a toujours des problèmes. Peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas avec ce module, ou peut-être que ce module, il n'est pas assez bien documenté. Là, à chaque fois que... là, je me rends compte qu'il y a une personne qui fait comme ça, une personne qui fait comme ça, une personne qui fait comme ça. Il faut peut-être qu'on trouve un moyen commun, tous, de le faire de la même manière, qu'on l'acte quelque part. Ce genre de choses. Et puis des fois, il peut aussi essayer de trouver des bons patterns. Tiens, lui, il a résolu un problème que d'autres personnes se posaient, que j'ai vu dans d'autres code reviews. Ça serait bien de lui dire d'aller le montrer aux autres et d'expliquer comment il a résolu et pourquoi il l'a fait comme ça. Alors ça, c'est pas directement lié au rôle de l'ITech, mais c'est en rapport avec les code reviews. C'est un truc qu'on a fait un peu au pôle mobile. Je voulais en parler parce que je trouvais l'idée un peu sympa, que c'est des questions qu'on m'a posées un peu des fois. On a tous un peu des best practices dans nos langages, dans nos frameworks, ce genre de choses. C'est toujours pas évident de tout le temps les appliquer à chaque code review, et puis c'est un peu répétitif de dire attention, là il faut que tu mettes tel truc, là il faut que tu mettes tel truc. Au pôle mobile, par exemple, on fait du Swift. Dans Swift, il y a une notion d'optional. Alors, optional, c'est un objet qui peut avoir soit une valeur, soit ne pas avoir de valeur, mais qui ne peut pas être nul. C'est pour éviter les fameuses null pointer exception. Et donc, on a une manière assez idiomatique d'accéder à la valeur de cet objet ou de ne pas y accéder pour éviter qu'il y ait un problème. Et puis, on peut aussi y aller un peu en mode bourrin. On met un point d'exclamation. On dit non, donne-moi la valeur. C'est sûr, il y a un truc derrière. Forcément, un jour, ça va péter, il y aura un nul et votre programme, il va exploser. Donc, on ne veut pas utiliser le point d'exclamation. Donc quand on a commencé à utiliser Swift, de temps en temps, on en mettait souvent des points d'exclamation. Donc au bout d'un moment, c'est un peu répétitif de dire « Ah, attention, t'as oublié de mettre un point d'exclamation, enfin t'as mis un point d'exclamation », puis l'autre en face, « Ah oui, c'est vrai ».
Donc en fait, on a trouvé un truc, je sais même plus qui c'est qui l'a trouvé, ça a bien marché. On avait une petite image d'un petit chaton mort derrière sur la fenêtre. Je vous rassure, il est pas mort pour de vrai le chaton, il fait semblant, je vous rassure, on n'est pas des monstres. Avec marqué dessus, à chaque fois que quelqu'un utilise un point d'exclamation en Swift, il y a un petit chaton qui meurt. Et du coup, après les code reviews, dès qu'on voyait un point d'exclamation, hop, on mettait le petit chaton qui se fait tirer une balle dessus, on dirait attention, t'es en train de tuer un chaton. Et déjà, ça marque, c'est tout de suite... tout de suite, on se dit tiens c'est marrant tout ça, je vais le remonter. Et puis pour l'autre en face, c'est quand même plus sympa que de prendre un énième. Tu as mis un point d'exclamation. Voilà, on avait un truc pareil avec les pyramides of Doom. Vous savez, vous faites des if, des if, des if, des if, ça fait une sorte de pyramide inversée. On avait un petit personnage de Street Fighter qui balançait une boule de feu comme ça. Ça permet de communiquer un peu des best practices de manière un peu plus ludique, quoi. Voilà, donc pas tellement en rapport avec le rôle de lead tech, mais je vais les caser en même temps. Alors, par contre, je pense que le lead tech, il doit surtout pas devenir un peu le gardien du master. Faut pas que, vu qu'il ce serait bien qu'il en fasse plein des merge requests, faut pas que ça soit lui qui les fasse toutes et qu'une request, ça peut pas être mergée si le lead tech, il a pas regardé. Parce que sinon, il va devenir fou, il va être frustré, le lead tech. Vous pourrez en parler à Aurélien, hein, qui a l'habitude, qui connaît bien. Non, ce que je conseille, par exemple, si vous l'avez pas fait, c'est de faire l'intégration en Rocket Chat qui permettra d'avoir un channel dans lequel, quand quelqu'un fait une merge request, ça apparaît dans un message Rocket Chat. Comme ça, le lead tech, il peut checker un peu ce channel, voir les merge requests qui apparaissent, regarder celles qui l'intéressent, même les regarder après coup, une fois qu'elles ont été faites. Ça lui permet de toutes les regarder un petit peu quand il en a envie, si nécessaire, mais sans pour autant devenir le goulot d'étranglement du pôle, quoi. Un autre point important, du coup, je trouve, pour le lead tech, un autre rôle important, c'est le tooling. Du coup, là, notre lead tech, il commence à avoir une bonne idée de comment chacun travaille, en fait. On a mis en place des process tous ensemble, et puis forcément, il y a une partie de ces process qui peuvent sûrement être automatisés. Alors déjà, la règle là-dessus, alors elle n'est pas de moi, elle est des cartes Xebia. Xebia, ils ont fait une série de petites cartes avec des best practices qui sont vraiment excellentes, je vous les conseille. Il y en a plusieurs qui se trimballent sur des bureaux au 3e. Vous pouvez les trouver en ligne aussi, c'est vraiment super, super intéressant. Là, l'idée, c'est si vous avez un truc à faire, la première fois, vous le faites à la main. La deuxième fois, vous le faites à la main. La troisième fois, vous l'automatisez. Parce qu'a priori, les deux premières fois, c'était pas un accident. C'est un truc qui va revenir. Donc vous êtes en train de perdre du temps. Faites un tool qui va le faire pour vous. Un tool ou tout un process, je ne sais pas, mais automatisez-le. Après, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Qu'est-ce qu'il faut automatiser? Tout peut s'automatiser aujourd'hui. Je dis souvent, si on est capable de faire des fusées qui reviennent d'orbite et qui se posent sur des barges toutes seules au milieu de l'océan, on doit être capable d'automatiser le déploiement d'une application. Le niveau de difficulté est tellement ridicule par rapport à ça, je pense qu'on est capable de le faire. Donc voilà. Après, pourquoi automatiser? Parce que déjà, ça nous fait gagner du temps. Mais l'un des avantages d'automatiser, de faire des outils, c'est que ça fiche des process, ça les rend explicites. Parce que chacun a peut-être sa petite manière de déployer une appli, par exemple. Il y en a un peut-être qui fait d'abord le tag et ensuite il pousse. Et puis il donne un nom particulier. D'autres, il pousse et après il fait le tag, ce genre de choses. Donc déjà, on n'a pas un process très homogène. Et surtout, quand il y a une erreur, je suis sûr que tout le monde a une manière différente de gérer le truc. Il y en a qui vont repartir dès le début en cleanant tout. Il y en a qui vont reprendre au milieu. Il y en a qui vont pousser jusqu'à ce que ça passe. Voilà. En faisant un outil et que tout le monde utilise cet outil, le process, il est même pour tout le monde. On peut se concentrer sur ce process et on peut l'améliorer petit à petit, itérativement. Alors attention, si le lead tech il se retrouve souvent à faire des outils, il ne faut pas que ça devienne une sorte de sorcier des outils. Hein. Quand vous voulez déployer l'appli, il ne faut pas qu'on dise va voir le mec là-bas, il va égorger un poulet, allumer des cierges, invoquer un esprit vaudou et je crois que ça met l'appli en prod. Non, une fois qu'il a fait l'outil, il faut qu'il la montre aux autres. Il faut que si une appli, par exemple, un outil, il faut qu'il le montre aux autres, qu'il explique à quoi il sert, comment il marche, qui mettent le code sur GitLab pour que les autres puissent contribuer, qu'ils puissent l'améliorer, avec justement leur vision à eux qu'ils ont et leurs besoins qui vont émerger petit à petit après. Alors, les entretiens d'embauche, je l'ai mis avec un point d'exclamation parce que je ne savais pas trop si ça fait vraiment partie du rôle de lead tech ou pas. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, donc du coup, je l'ai mis dedans, parce que je me suis dit que c'était peut-être un rapport, mais peut-être pas forcément, je ne sais pas. J'aime bien parce que déjà, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de voir un peu ce qu'ils ont fait, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil. C'est toujours intéressant de voir un peu comment on fait ailleurs. Et puis j'aime bien aussi parce qu'il y a un petit jeu de faut que je trouve des qualités et des défauts. Et en trouvant les qualités et les défauts des autres, souvent on se demande, tiens, et moi si j'étais à sa place, comment je me présenterais en fait? Est-ce que moi je l'aurais ce défaut? Ou est-ce que je l'aurais cette qualité? Ça fait un peu réfléchir sur soi. Alors ça c'est moi pourquoi j'aime bien les entretiens d'embauche. Mais après je pense que le lead tech, là ce qu'il peut apporter, c'est que, encore une fois, il a cette vision de comment est-ce que chacun travaille, comment est-ce que chacun aborde des problématiques, comment est-ce que chacun est capable de se remettre en question. Et du coup, quand on cherche quelqu'un dans une équipe, c'est pas forcément quelqu'un qui est compétent ou qui est motivé qu'on veut, c'est quelqu'un qui soit capable de fitter dans cette équipe, de s'intégrer dans cette équipe. Pour prendre un peu une métaphore, hein, si on a une équipe d'aviron, qu'on cherche un rameur en plus,
Il faut pas forcément prendre le mec qui veut forcément le plus gagner ou qui rame le plus fort. Il faut prendre le mec qui soit capable de ramer en même temps que les autres, hein, parce que sinon votre bateau il va pas forcément gagner. C'est à peu près la même chose quand on embauche quelqu'un, je pense que tout le monde le sait. Mais vu que le lead tech, il va naturellement, de par son rôle, un peu discuter avec tout le monde et connaître un peu tout le monde, je pense qu'il va avoir une bonne vision de est-ce que ça match ou pas dans l'équipe, quoi. Alors comment devenir lead tech ? Faites-le. Demandez la permission à personne, demandez pas la permission à votre manager, demandez pas la permission à votre collègue, faites-le. Commencez à poser des questions, commencez à faire des code reviews, commencez à faire des outils quand il y en a besoin. Faites-le, tout simplement, il y a rien de particulier, quoi. Demandez pas de permission, mais je pense, attendez pas de récompense, entre guillemets, non plus. Le faites pas pour obtenir un jour le rôle de lead tech. Parce que déjà, pas que j'ai quelque chose contre le rôle de lead tech officialisé, mais je sais pas si ça apporterait quelque chose. C'est pas parce que tout d'un coup, demain, on vous nomme lead tech, les autres vont venir vous voir et que tout d'un coup, vous allez poser les bonnes questions. Donc je pense qu'il faut d'abord que vous le fassiez par vous-même. Et donc voilà, faites-le tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de mystère. Ça va venir petit à petit, vous allez voir ça match. Il faut le faire ensuite avec l'attitude est importante, il faut le faire avec une attitude un peu pédagogue, un peu psychologue évidemment. Il ne faut pas vous asseoir à côté de la personne et dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, fais-le comme ça. Vous avez vu, c'est pas ça le rôle du tech, c'est poser des questions avant tout et du coup il faut être un peu pédagogue. Alors le slide d'après, j'ai longtemps hésité à le mettre. C'est un tweet de Kesla Hightower, c'est un développeur chez Google. Qui travaille sur Kubernetes et sur Go. C'est quelqu'un qui est assez investi dans la communauté, et autant techniquement que humainement. J'hésitais un peu à le mettre parce que, faut dire ce qu'il a, comme ça de but en blanc, il fait un peu naïf, il fait un peu cucu, quoi. J'ai hésité, j'ai enlevé le slide, j'ai enlevé le slide, puis finalement je me dis, allez, facile, mets-le, quoi. Parce qu'au moment où je l'ai vu, ça m'a parlé. Voilà, en gros, ce qu'il dit, c'est des fois, tout ce qui suffit, c'est de rappeler aux gens à quel point ils sont géniaux. Ouais, je vous ai dit, ça fait un peu cucu dit comme ça. Jérémy, c'est un peu l'épisounours là ce que tu nous fais. Pourquoi je l'ai mis ? Déjà, on sait tous, c'est bien de t'entendre dire aux gens qui font du bon boulot, de les remercier, c'est important. C'est pas que le lead tech, c'est un peu tout le monde. Mais je l'ai mis, c'est surtout pour l'attitude en fait. Moi, je sais que dans les gens que j'ai rencontrés, les gens qui m'ont le plus appris, ils avaient un peu cette attitude-là. Ils avaient un peu cet optimisme, cette bonne humeur permanente, et cet optimisme des fois presque un peu naïf, même des fois un peu énervant tellement ils sont optimistes, quoi. Et je pense que c'est une attitude à avoir quand on est le tech si on veut que les gens ils viennent naturellement vers vous, ou en tout cas que les gens ils soient contents de venir vous parler. Si vous êtes un peu ronchon, si vous êtes un peu pessimiste, on va pas avoir envie de vous voir. Faut avoir un peu ce côté t'inquiète, on va trouver on va trouver une solution, il y a un problème, c'est pas grave. Les problèmes, il y en a plein, quoi. Et puis et alors là, ça n'a rien à voir avec ma présentation, le rôle de lead tech, je mets un peu ma casquette d'organisateur des R&D par rapport à ce tweet. Chaque R&D, il y a des tas de gens qui se donnent beaucoup de mal pour nous faire des super présentations, qui prennent du temps pour essayer de comprendre des sujets et arriver à nous en parler correctement. Et puis aussi qui prennent un peu leur courage à deux mains, parce que mine de rien, parler devant un public, c'est pas évident. Hein. Il y a des études qui ont montré qu'au quotidien, les gens ils ont plus peur de parler en public que de la mort. Je pense qu'instinctivement, on le ressent tous un peu. Donc voilà, moi par exemple, si vous voyez ma tronche à chaque R&D, c'est pas juste parce que j'aime bien discuter de ces sujets-là, c'est parce que au tout début, quand j'ai fait mes premières présentations, j'ai quelques personnes qui sont venues me voir et qui m'ont juste dit j'ai bien aimé ce que tu as fait, c'était sympa. Et ça a été un peu un déclic, quoi. Ces personnes-là, tellement ça a été un déclic, je peux encore vous donner les noms, c'était il y a moins 4 ou 5 ans, hein. C'était Marek, c'était Aurélia, c'était Fred Thomas. Et depuis, je me suis dit, tiens, en fait, ça me plaît, j'en suis capable, et puis ça plaît à des gens, alors pourquoi pas continuer, quoi. Et du coup, voilà, ce que je voudrais vous demander, un peu dans cet esprit-là, un petit service que je voudrais vous demander, c'est à la fin de ces R&D, quand j'aurai enfin décidé d'arrêter de parler, c'est d'aller voir les gens qui ont fait une présentation qui vous plaisait. J'insiste un peu dans le cas d'Antoine, de Samantha, de Mathias, et de Cédric, pour qui c'était la première présentation et qui avait envie, mais qui se lancent et ils aimaient pas trop. Allez les voir et dites-leur juste ouais, c'était bien, j'ai bien aimé, j'ai apprécié. Déjà, ces gens-là, ils vont mieux dormir ce soir, ils vont être soulagés. Et en plus, ça se trouve, ça fera un petit déclic chez eux, et ils reviendront. Et je pense qu'on est tous gagnants pour qu'ils reviennent nous reparler d'autres sujets. Et voilà, c'est tout. J'entends vos questions. Merci. 23 minutes, voilà. Il y a une question là-bas. C'est mon chef, alors lui donne pas je sais pas ce qu'il va me demander. Ouais. Ouais, non, c'est pas pour te dire que tu préfères ton équipe avant, mais t'as dit beaucoup que t'avais lu des trucs et tout. La veille techno, ça fait partie du rôle ou pas ? La veille techno, ça fait partie du rôle ou pas ?
sais pas. C'est pas parce que je saurais pas vraiment dire comment tout ça s'est fait. Oui, clairement, lire des trucs, ça m'a aidé. Et après, moi, j'ai l'impression que le plus souvent, quand j'ai lu des livres, ça m'a pas spécialement aidé à découvrir des choses, ça m'a appris à donner un nom à des choses que je connaissais déjà. Et avoir un nom sur des choses, ça permet ensuite de plus facilement en parler, de plus facilement les maîtriser et de plus facilement réfléchir autour de ça. Je pense que le lead tech, oui, je pense qu'il a un rôle de faire un peu de veille pour se rendre compte de comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. Mais alors c'est peut-être mon expérience, du coup je suis peut-être biaisé, mais je pense que quelqu'un qui voudra avoir un peu ce rôle-là, c'est quelque chose qu'il va naturellement faire en fait. Donc je ne saurais pas te dire si ça fait partie du rôle ou si ça fait partie plus de la personnalité. Je sais pas. Je pense que c'est un peu lié, mais c'est parce que je sais pas. C'est un peu aussi pour ça que j'en parlais. Hein. C'était pour en parler un peu aux autres et échanger sur le sujet. Question, c'est un rapport avec une dernière action que tu as faite dernièrement. Est-ce qu'il ne manque pas le fait d'aller voir aussi de temps en temps les clients? Ça permet d'avoir un petit peu tomber un peu dans le sens de la réalité. Alors pas dans la vision que j'ai. Moi, j'avais vraiment une vision de quelqu'un qui le fait pour son équipe. Qui travaille vraiment pour l'équipe, alors, encore une fois, hein, je suis très biaisé parce que ça parle de mon expérience. En fait, à la base, je m'étais dit que j'allais peut-être faire un peu le tour de Drive pour essayer de voir s'il y avait d'autres gens qui avaient un peu ce rôle-là, et essayer de le comparer. Et ensuite, de compiler tout ça et de le présenter. Puis après, je me suis dit que je me sentirais moins à l'aise d'en parler si c'était des avis des autres, que je préférais parler de ce que je ressentais un petit peu. Du coup, moi, je me suis assez éloigné du fonctionnel quand j'étais au pôle mobile, volontairement parce que j'en avais fait beaucoup chez OPC. Du coup, le client, pour moi, c'était quelqu'un d'un peu lointain, mais mes clients à moi, c'était mon équipe en fait. Je le voyais principalement comme ça. Donc, est-ce que ça aiderait? Peut-être. Enfin, je pense que de toute façon, c'est intéressant et formateur. Je ne sais pas si le lead tech en particulier, je sais pas si ça lui apporterait quelque chose, mais de toute façon, c'est quelque chose d'intéressant et formateur. Je sais pas, j'aurais plus tendance à voir peut-être le Scrum Master, peut-être, ou je sais pas. Encore une fois, même pour moi, je vous ai fait cette présentation, mais même pour moi, c'est quelque chose de flou. Donc j'ai du mal à faire la différence entre ce qui pourrait être ou ce que je pense moi. Voilà, peut-être. Ok, merci. Bon, on va profiter que Steve soit pas là et que a priori ça vénère un peu Maxime. Ça te dit pas de revenir un petit peu quand même? Vous en sortez très bien sans moi, les mecs. Ouais, ça va, mais bon, des fois c'est un peu dur quand même. Il y a beaucoup de merge requests, c'est ça? Il y a beaucoup de merge requests. Ouais, oui, je sais. Moi, j'ai une réaction vis-à-vis d'un truc que tu as dit. Au niveau de... Je pense qu'il y aurait un truc encore mieux que tout le monde aille voir tout le monde pour leur dire que c'est super bien. Je pense qu'il y aurait un truc encore mieux qui serait tout le monde va voir tout le monde pour leur dire ce qu'ils en ont pensé. Et que ce soit bien ou pas bien, à la fin, ce sera génial. C'est-à-dire que l'échec, c'était pas bien, ça j'ai pas aimé, ça j'ai aimé, et ben en fait tout ça c'est bon à prendre et tout ça ce sera mieux la fois d'après quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est pas juste dire j'ai bien aimé la tienne et je vais pas voir ceux que j'ai pas aimé, c'est d'aller voir tout le monde effectivement et leur dire et la tienne a été intéressante mais ça un peu moins, ou, effectivement, ouais. Tout est bon à prendre. Ouais. Yep. C'est vrai. Et alors du coup, moi j'ai une question aussi, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une équipe composée essentiellement de lead tech? Est-ce que c'est pas un peu le but finalement? Du coup, c'est une équipe de bons développeurs. Ils sont tous lead tech, architectes, experts, et ils sont tous capables de tout faire tout seuls. Je pense que c'est un peu comme on a la discussion un peu avec les architectes. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin d'architectes, tout le monde serait capable de faire leur travail. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin de lead tech, tout le monde serait capable de faire leur travail. Mais c'est comme je disais, des fois, dans un monde idéal, il n'existe pas. Des fois, on a la tête dans le guidon. Puis des fois, il y a des gens qui sont moins expérimentés, qui sortent de l'école, ou alors juste même ils sont partis d'école, peut-être qu'ils bossent depuis 10 ans, mais ils bossent d'une certaine manière, dans une certaine condition, qui font qu'ils n'ont pas eu besoin de se poser toutes ces questions de comment je travaille avec une équipe ou sur un produit que je suis. Donc je pense que dans un monde idéal, oui, il n'y en aurait pas besoin, mais en fait le monde idéal, il n'existe pas. Peut-être qu'il existe chez Google ou un truc comme ça, parce qu'ils ont les moyens de dire non à tout le monde jusqu'à ce qu'ils trouvent la personne idéale, et encore, j'y crois pas. Oui, dans un monde idéal, il n'y aura pas d'équipe de lead tech, parce que ce serait tous juste des bons développeurs, entre guillemets, comme s'il y avait des mauvais développeurs, je n'y crois pas trop, mais voilà.